Bonsoir à tous et bonsoir Evan. Je suis ravi de t'accueillir ce soir. Comme le veut la coutume, on fait une petite présentation pour présenter les règles du jeu et comment fonctionne l'Happy Hour de ce soir, qui est le dernier de l'année. Ouais. Et ensuite, on déroule notre programme comme on l'a bien préparé. Donc, Entendu. euh, il y avait un petit icebreaker, parce que j'étais tenté vu toutes tes casquettes, d'abord te qualifier de slasher, hein, même si ça faisait le terme n'existe, en tout cas on l'entend un petit peu moins, mais t'es multicasquette en tout cas. Ouais. Et je trouve que ça fait partie des choses qui sont intéressantes à voir ce soir. Et en warm-up, en icebreaker, Audrey nous propose aujourd'hui au quotidien, est-ce qu'on est plutôt une chose à la fois ou 50 projets en même temps? Sachant que dans les premiers Happy Hour, on avait reçu Julien qui disait que le multitasking, c'était l'occasion de rater plusieurs projets en même temps. Donc, tu auras l'occasion Ouais. de te Oui, positionner par c'est rapport à ça. Mais après, très pour bien. la stimulation intellectuelle, faire tout le temps la même chose, c'est quand même c'est compliqué. Donc, il y a un équilibre à trouver Mm. et tu nous révéleras donc tes secrets, comme on l'évoque dans l'annonce avec toujours nos titres racoleurs. Euh, L'Happy Hour, le principe, c'est 1 heure en direct avec un intervenant sur des sujets de culture tech ou de reconversion pro. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on est plutôt avec la casquette culture tech. Toutes les questions, et c'est l'intérêt du direct, c'est qu'elles peuvent être posées dans le chat et on s'adapte progressivement aux intérêts des gens qui sont présents. Et ensuite, ce sera donc enregistré, rediffusé en replay. C'est intéressant aussi si on peut pas être disponible ou regarder tout ça à vitesse rapide. Mhm. Mais voilà, moi je trouve que c'est toujours chouette ce format en live. On prend plus de risques, mais en même temps, c'est plus vite fini parce qu'on ne perd pas de temps au montage, on ne répète pas 12 fois. La première prise est la bonne. L'école au clock, Tout pour à ceux fait. qui ne nous connaîtraient pas, est une école complètement à distance pour ses collaborateurs et ses apprenants. Donc, on est en full remote. Mais on fait du temps réel, donc on fait du téléprésentiel. Donc, en fait, les cours commencent à 9 h, finissent à 17 h avec des vrais gens qui interagissent entre eux. On a plein de choses intéressantes. On a 2 grosses filières, une infra, sécurité et une autre dev. Le Mhm. site raconte tout ça par cœur, donc si vous voulez, n'hésitez pas et on vous partagera de toute façon les liens avec vous, pardon, les liens les plus intéressants au fur et à mesure de la discussion. Donc les intervenants de ce soir, bon, moi je suis là juste pour donner l'échange et je suis toujours CEO de Clock. Et Evan, tu es fondateur d'un studio dont on va parler, formateur, coach, et j'aurais envie de dire point de suspension. Et comme ça, le Ouais, suspense monte et on a 1 heure pour parler de tout c'est ça. ça. Comment fonctionne Big Blue Button, qui est notre solution de visio? Bah voilà, s'il y a un canal public dans lequel on peut poser des questions et interagir. Donc, n'hésitez pas. Audrey fait la modération et dans la mesure du possible, Evan et moi, on garde un œil sur le chat, mais en gardant l'aspect vivant de la communication. On se retrouve en 2025. On a quelque chose de sympathique déjà de prévu, mais évitons les effets d'annonce. On va finir l'année en beauté avec toi. Et on va commencer donc pour en savoir un peu plus sur ton parcours. Je te présente rapidement d'où tu viens et comment tu es tombé dans le code. Euh, et puis on va interagir. J'ai 2-3 questions aussi à te poser. Ouais. Et puis il y a plein de trucs intéressants puisque tu as à la fois le jeu vidéo et on fera écho au Summer Camp qu'on avait organisé cet été et puis la version asynchrone qu'on est en train de préparer. Mhm. Et comment tu es rentré dans l'informatique et comment tu es arrivé aujourd'hui à avoir l'idée de créer un studio et de sortir des jeux Mhm. de baleines Ok. bizarres, si on traduit littéralement le nom de l'entreprise. Et Et, oui, euh, c'est et ça. voilà, donc je te laisse planter le décor. Mhm. Comment t'es arrivé, voilà, comment t'es arrivé dans l'IT et aujourd'hui, quelles sont tes différentes casquettes et comment tu combines tout ça? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis tombé dans le code étant petit. Je sais que maintenant, ça ne veut plus rien dire selon la discussion que je peux lire sur LinkedIn. Pour moi, c'est important.
J'avais 9 ans, je crois. Des fois, je dis 10, mais je crois que c'est 9 ans. Je me rappellerai vraiment ce premier jour où la personne, c'était mon beau-père, m'a apporté un ordinateur, donc un Amstrad 6128+. Et de là, j'avais un bouquin, un gros bouquin, c'était le fascicule, vraiment la doc, quoi. Et à la fin, il y avait tout un ensemble de codes à créer. Donc vraiment des lignes de code à retaper. Et donc c'était du code de jeux vidéo. Et c'est de là en fait que je suis arrivé dans le code. C'est vraiment la découverte du code de jeux vidéo. Puis après, en fait, j'ai laissé ça de côté pour plein de raisons personnelles que je parlerai pas ici, dont je parlerai pas ici. Mais la NES est arrivée juste après. Puis bah, l'amour, je dirais une grande passion même, l'amour du jeu vidéo est arrivé à ce moment-là. Je me faisais engueuler parce que je passais trop de temps devant les jeux vidéo, mais pour moi, c'est une grande fierté. Donc, ça a été un rêve de gosse de créer, en fait, d'aller dans ce qu'on peut faire pour créer des jeux vidéo. Je voulais vraiment à tout prix, et en ce temps-là, c'était un monde très fermé. Et donc, au début, en fait, j'étais pas parti pour ça, je partais pour être vétérinaire. Et en fait, pour plein de raisons pareilles, surtout financières, je me suis orienté vers, en fait, mon rêve de gosse. Comment on fait pour devenir développeur de jeux vidéo? Et voilà, c'est parti de là. Et donc, arrivé, c'était en seconde ou première, je crois, je me suis posé la question de comment faire. Et donc, ça a été BTS, licence. Et après le monde du jeu vidéo, il m'a laissé un peu de côté, puisque fallait nourrir aussi, il fallait que je puisse avoir de l'argent. Et donc, je suis entré dans une entreprise qui est encore existante d'ailleurs, qui s'appelle FWA. Clin d'œil, Dimitri, si tu me vois. Et donc, pas mal de devs, mais de devs pour des applications de gestion, des devs pour la banque. Voilà. Donc, j'ai commencé à créer une entreprise qui s'appelle Netil. Et après ça, j'ai eu envie encore de créer des jeux vidéo. J'ai tenté une première fois avec une entreprise qui s'appelle la Diagonale du Poulpe. Voilà. Euh, Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, je suis parti vers vraiment comment faire pour que ça fonctionne. Alors déjà, en ce temps-là, juste pour la petite parenthèse, je formais déjà, hein. J'étais déjà formateur. Donc, j'ai été dev pendant très longtemps. J'ai été formateur déjà depuis un moment. J'ai été donc CTO, j'ai été CEO de ma boîte. Puis après, on est monté à 15 personnes dans l'entreprise. Donc, voilà, j'avais pas mal de casquettes déjà à mon actif. Plus l'entreprise se développait, plus moi, je faisais différentes casquettes jusqu'à me centrer sur CEO. J'ai même arrêté le dev à un moment donné. Normal, l'entreprise se développait, j'avais vraiment envie qu'elle se développe, hein. On n'était pas loin du 1 000 000 € de chiffre d'affaires, donc j'étais quand même très fier. Et, et donc, du coup, ça, c'est pour vous donner à peu près les dates, hein. C'était premières expériences vraiment de dev, ça a été à partir de 2004. 2003, vraiment dev entreprise, j'entends. Vous voyez, ça va faire plus de 22 ans maintenant. C'était quel type de Et techno à donc, l'époque? à l'époque déjà, parce qu'en 2002 quand même, il y avait C# qui était là. Donc j'ai fait du VB.NET, et puis après je me suis orienté vers le C# et j'ai pas quitté le C#, vraiment. Et donc pour en revenir, donc après il y a eu la Diagonale du Poulpe qui à un moment donné a tenté d'arriver. On a tenté de la faire. C'est une personne en fait que j'ai formée parce que je formais les POI. Donc c'est vraiment pareil sur de la reconversion des personnes donc en situation qui ont envie vraiment de se reconvertir dans un nouveau métier. Et là c'était du dev, 57 jours de reconversion. Et donc moi je formais, c'était avant le Covid, hein. Je formais là-dessus. Je suis monté à Lille et j'ai formé plusieurs personnes. Et il y a une personne avec qui ça a été le coup de foudre amical, quoi. Vraiment, et c'est devenu un ami. On a décidé de créer un jeu. J'avais déjà l'idée du jeu à ce moment-là. C'était un jeu autour du code et en même temps autour d'un jeu vidéo, quoi. Donc jeu et code en même temps. On codait pour faire avancer le personnage. Et donc on a commencé à faire bouger un petit poulpe. Au début, il s'appelait Poulposhi. Ah, c'était un petit Tamagotchi poulpe. Voilà. Et puis on a commencé à vouloir développer un jeu un peu plus grand. Et ça a donné donc la Diagonale du Poulpe c'était l'entreprise donc le studio qui devait amener le jeu. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un des associés qui nous a fait faux bon. Voilà, mais ça arrive, hein, dans les startups et dans les studios aussi. Et enfin, tout s'est bien aligné avec cet associé qui s'appelle Anthony. On est toujours associés d'ailleurs. Et on est en train de créer donc un deuxième jeu, cette fois-ci qui va aller jusqu'au bout, qui s'appelle donc c'est Wake Up Lia.
L'entreprise s'appelle, donc le studio s'appelle Odd Whales, donc les baleines singulières, en effet, les baleines bizarres. Parce que le but, c'est d'être un peu décalé sur ce qu'on propose. Voilà, ça c'est sur la partie jeux vidéo. Et puis à côté de ça, je suis formateur, développeur, j'accompagne les devs, mentorat, coach de CTO, romancier, puis d'autres encore, j'en passe. Mais déjà, on va résumer sur ça. Voilà pour la petite présentation. Alors, je l'ai dit, hein, moi j'étais très jaloux de ton Abstrad parce que j'étais sur un CPC 464 donc, que j'ai gardé longtemps après avoir eu un VIC-20. Donc là, je pense que le VIC-20, les gens connaissent éventuellement le Commodore 64, mais c'est Oui, l'ancêtre du totalement. Commodore 64. Voilà. Donc, très jaloux de de ton équipement. Mais plus sérieusement, comment tu équilibres ton temps et ton organisation entre ces différentes activités qui sont très prenantes. Tu gères la demande comment tu gères ton calendrier et qu'est-ce qui te porte? Parce qu'un jeu aussi, ça se comporte, ça se crée avec une équipe, avec finalement beaucoup de temps, beaucoup de métiers différents en plus. Ouais, Je pense que c'est intéressant d'en reparler parce que c'est aussi un ouais. sujet passionnant. Mais voilà, je relance juste ces questions en étoile. Alors, la première des questions, c'est comment je fais pour pas m'éparpiller, grosso modo, c'est ça? Ouais, bah au début, je m'éparpillais complètement. C'est-à-dire que j'avais envie de faire plein de choses, je menais plein d'idées. Et en fait, j'ai le syndrome du développeur ou de la développeuse aussi qui a ses idées de projet, ou du start-upper, de la start-upeuse, c'est-à-dire que je crée un projet, il va jamais jusqu'au bout. Ça a été ça pendant de nombreuses années, en fait. J'avais du mal à focus sur une seule idée. On me le disait beaucoup, hein, Evan, tu papillonnes. Tu t'éparpilles, tu t'éparpilles. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de ça. Et donc, je me suis fait accompagner, en fait. Je me suis fait accompagner d'une coach qui d'ailleurs habite exactement à 10 minutes de chez moi, je l'ai remarqué après coup, hein. Elaine, elle m'a accompagné, en fait, pour recadrer tout ça, pour en fait, essayer de focus un peu sur, en effet, ce qui est vraiment mon moteur, ce qui m'anime et comment je peux créer ce qu'elle a défini comme, et j'ai adoré ce terme-là, comme mon chemin de vie. Et c'est de là, en fait, que j'ai vraiment réussi à construire tout ce qui était vraiment important pour moi. Et à côté de ça, j'ai une personne qui m'a accompagné en thérapie, vraiment sur cette partie-là aussi, pour creuser des domaines de pourquoi je faisais ça, en fait. Qu'est-ce qui fait que j'étais à papillonner, papillonner. Je vois JP qui dit syndrome de l'imposteur, il y avait de ça, en fait, hein. Il y a de ça, il y a toujours de ça. Et en fait, avant, je subissais ce syndrome de l'imposteur, mais maintenant, en fait, c'est devenu un moteur. Et donc, ça a été vraiment de se dire comment je peux construire mon chemin de vie. Donc, en fait, on a construit ensemble ce chemin de vie. Et ça a été ça. Ouais, presque un ikigai, ouais, Alison, presque un ikigai. Ça a été vraiment cette idée-là de se dire comment je peux avoir plusieurs ikigai. Pas un seul, parce que moi, j'aimais pas ce un seul. C'est plusieurs ikigai, en fait. Comment je peux construire en tant que slasher pour avoir plusieurs ikigai tout en ne faisant pas tout, parce que je pouvais pas tout faire. Et donc, en fait, ce que j'ai cherché, c'est à trouver le temps, en fait, dans ma journée. Donc, il y a des moments donnés, je sais que je vais faire mon livre. Par exemple, j'écris mon livre à telle heure. À des moments donnés, je vais jouer de la guitare. Je joue de la guitare. Voilà. Et donc, à des moments donnés, je fais mon jeu vidéo. Enfin, c'est d'ailleurs pas mon, mais notre jeu vidéo. Avec Anthony et puis toute l'équipe. Même si assez réduite, on pourra en reparler si vous avez besoin. Et donc, en fait, voilà, c'est une sorte je respecte ce temps et je le suis. Mais en fait, vu que derrière, je sais que j'ai envie d'avancer et j'ai envie de faire toutes ces choses par jour, et c'est ça, en fait, qui me motive vraiment. C'est de se dire que je lâcherai pas, en fait, tout ça, même s'il y a des hauts et des bas. Je vois, en fait, je vois où je vais. J'ai mon chemin de vie. Je sais où je dois aller. Et donc, ça me motive tous les jours. Et des moments donnés, j'en parle à Anthony, hein. Oh, j'en ai marre, j'ai envie que ce jeu il avance, j'en ai marre, ça avance pas si vite. C'est sûr, à faire plein de choses par jour, on avance moins vite. Mais en fait, moi, ça me nourrit, en fait, personnellement. Et donc, c'est ça, hein, c'est vraiment se dire que, tiens, aujourd'hui, tous les midis, en fait, par exemple, de 12h30 à 14h, à part le jeudi, je sais que je suis avec Anthony, on dev le jeu vidéo. On avance tous les jours, 1 à 2 heures par jour. Et moi, quand j'ai du temps, je fais 1 à 2 heures de plus par jour. Et voilà, et donc le roman, pareil, je sais que le matin, avant de commencer mon taf, j'ai un objectif de 4 phrases obligatoires à faire, 4 à 10 phrases, mais minimum 4. Je quitte pas mon écran où j'écris, hein, sur Notion, sans faire mon roman, parce que je veux aussi être roman, quoi, écrire mes livres.
Donc voilà, c'est cette idée-là, pour résumer. Et le jeu vidéo, tu es Ouais. venu comment et ça t'apporte, ben, je veux dire, en termes de production et des idées de studio, quels sont les principaux obstacles ou enseignements que tu tires de et de la première expérience et de la deuxième, en fait, les facteurs clés de succès que tu as pu identifier et qui t'ont mis aussi en mouvement? Je vois qu'il y a 3 questions, on y répondra après. Ouais. Alors t'en redis parce que du coup, j'ai eu 2, 3, je crois qu'il y a deux questions, donc j'essaie de les cadrer. Bah, il y avait le côté, voilà, on va revenir sur le jeu, comme ça ce sera plutôt, et Ouais. l'expérience et le chemin qui fait que comment tu as pu profiter de la première difficulté que tu as rencontrée et comment tu as pu identifier ou en tout cas en sortir plus grand sur quels sont les Hmm. facteurs clés de succès que tu mets en œuvre sur la première expérience Ouais. que tu aurais presque aimé avoir sur la première, quoi. Ouais. Euh, alors, ce que j'ai appris, en fait, c'est de suivre les principes de base d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que j'ai eu le syndrome vraiment du développeur de jeux vidéo débutant. Mais vraiment typique. Qu'est-ce que fait un dev de jeux vidéo débutant? Il a goûté ceux de ma génération, j'entends. Il a goûté à Final Fantasy VII à un moment donné de sa vie. Il a été fou amoureux, mais passionné de ce jeu. Il a fait 2, 3, 10 fois, j'en sais rien. Moi, je ne compte pas le nombre de fois. Il a poncé comme un malade, Chocobodor, etc., et Table Ronde, etc. Et en fait, bah, du coup, il y a ce syndrome que tu as envie de faire la même chose. Tu as envie de faire la même chose. Et pourtant, quand tu lis dans les bouquins, parce que donc pour répondre, je n'ai pas de diplôme, hein. Je n'ai pas de diplôme, je me suis formé en autodidacte à travers des livres, des vidéos, des tutos. J'ai fait des formations en ligne, mais je n'ai pas de diplôme. Et, euh, et donc, du coup, bah, tu lis, mais au fond de toi, tu as envie d'y aller, quoi. Et donc, en fait, non, ce que j'aurais aimé, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est finir Paul Pochy avec Anthony. On aurait dû finir Paul Pochy plutôt que partir sur le grand projet de la Diagonale, qui était un grand RPG, voilà, typique. On aurait dû faire Poulpe Pochi. Poulpe Pochi, c'était vraiment un petit Tamagotchi de poulpe, hein, qui avançait. Au début, c'était un petit œuf de poulpe et il se développait. Plouc, 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 et vraiment, tu le nourrissais. C'était tout simple. On aurait dû aller là. Et il y avait du code. On pouvait écrire du code pour le nourrir. Ça aurait été tout simple. Et bah non, voilà. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est suivre son instinct. C'est facile à dire. Mais dans mon entreprise, Netil, c'est la première entreprise que j'avais, hein, de dev, de développement logiciel pur et de formation. J'ai acquis l'expérience sur les personnes que je rencontrais, avec qui je pouvais me sentir bien, est-ce que ça va bien se passer, etc. On peut toujours se gourer, mais il y a une sorte de petit truc au fond de soi que j'écoutais pas assez. Hein, tu sais, c'est cette petite voix intérieure, comme on dit, qui dit fais gaffe, va pas trop vers cette personne-là, niveau association, tu vas te planter. Et au fond de toi, tu l'écoutes, tu fais non, 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 mets-toi de côté, toi, arrête, et on va y aller parce que il apporte de l'argent, il apporte machin, il apporte ceci. Mais en fait, j'aurais dû écouter. Cette personne, hein, je l'adore, hein, c'est une personne vraiment, quand je l'ai rencontrée, je la trouve toujours, j'entends pour le jeu vidéo, hein, c'est une personne avec qui on s'associe, je l'apprécie vraiment en tant que personne. Mais en tant qu'associé, non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. On était aux antipodes de ce qu'on souhaitait l'un et l'autre pour le jeu vidéo. Donc, ça n'a pas apporté, ça n'a pas été chouette, vraiment. Et donc, c'est ça, en fait. C'est si je devais refaire, et ce qui m'a nourri, c'est on a focus sur beaucoup plus petit pour le jeu vidéo, là, Wacom beaucoup plus petit. On a suivi les étapes vraiment game design, pré-prod et prod après. On a suivi toutes ces étapes. Et en fait, ça fonctionne beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce qu'en fait, on peut aussi parler avec des gens du jeu vidéo, là, à Nantes, où on se nourrit de ça parce que dans telle étape, tu vas faire telle chose, tu vas itérer, tu vas apprendre. Donc, tout ça, en fait, ça existe déjà. Il faut le suivre, quoi, entre guillemets, quoi. C'est pas faux, donc c'est comme ça qu'on construit un jeu vidéo. Tu sais, tu as cette phase de MVP, hein, tu sais, le principe d'MVP, se dire que bah, tu vas d'abord tester ton POC, quoi. Et tu le testes et tu vois si ta commune déjà répond, même si c'est une commune de 100 personnes. Nous, c'était 400 personnes qui avaient répondu. Bon, ben voilà, c'était déjà ça, quoi. Et on aurait dû faire comme ça. Mais bon, c'est en apprenant. Ouais, c'est exactement Merci, Audrey. là-dessus que j'allais rebondir. C'était sur une méthodo de type méthodologie agile où tu fais voilà, tu construis pas tout de suite un bus, mais tu construis voilà, une trottinette ou en tout cas voilà, une caisse à Ouais, savon et après tu rajoutes un moteur et machin, etc. Et, exactement.
et avoir des cycles courts, mais où tu as un livrable qui fonctionne et qui est opérationnel et qui rend un service. Et tu t'appuyais... ah non, mais tu t'es pas appuyé tout de suite sur des moteurs de jeu. Si, directement, je suis parti sur on a testé plusieurs moteurs. Le premier moteur sur lequel on s'est appuyé, c'est pour être le plus rapide possible, pour avoir déjà le premier concept après le game design. Donc le game design, là, c'est vraiment la phase de conception de notre jeu sur ce qu'on appelle les boucles de gameplay. C'est en gros, qu'est-ce qui fait la quintessence de notre jeu, en fait. Dans Mario, on peut très vite voir ce que c'est, hein. C'est se déplacer, sauter, taper, voilà. Et après, la fleur qui apparaît, etc. Voilà, on peut vraiment voir le cœur, ce qu'on appelle les mécaniques cœur. Dès qu'on les a, en fait, l'idée, c'est de tester ça. Et moi, je voulais le tester le plus rapidement possible. Et vu que je sais coder voilà, depuis un bon paquet de temps, je voulais pas utiliser tous les systèmes de ce qu'on appelle blueprint avec des petits nœuds. Voilà, j'aime pas ce système-là. Moi, je me sens pas à l'aise avec ça. J'ai besoin de code. Et donc, on est parti sur Phaser, si vous connaissez. Phaser.js. C'est une librairie qui permet de faire des jeux HTML5. Je vois qu'il y a pas mal de questions après. Tu me diras quand Oui, on pourra oui, il répondre. y en a beaucoup. Donc, HTML5, donc Phaser.js, qui est vraiment une super librairie qui a beaucoup été propulsée quand on a fait quand il y avait la mode des jeux vidéo sur Facebook, hein, des petits jeux sur Facebook. Et en gros, ça a servi vraiment de tremplin à Phaser.js. Et donc, beaucoup de personnes utilisent Phaser.js. C'est un librairie qui est vraiment bien faite pour faire du 2D. Donc, on est parti là-dessus, on est parti sur de la 2D et on a développé le concept comme ça. Et donc, le concept, on a tout de suite vu que ça fonctionnait au sens déjà comment le mettre en place, si ça répondait bien. Et donc, après, tout de suite, on est passé à Godot. On a fait du Godot ou Godot, hein, je crois que les Anglais disent Godot Engine. Et nous, on voulait le faire à tout prix avec C#, puisque j'ai une grande passion, et Anthony aussi, dans la partie C#. Il y a aussi, je l'ai formé au C# hein, en ce temps-là, donc il y a fort longtemps. Et donc, Godot avait un sponsoring avec Microsoft. Et donc, il y avait un wrapper, donc un système qui permet je code en C#, donc je code vraiment avec mon langage C#, et ça recodait en fait dans le langage de Godot. Et donc, c'était a priori la porte ouverte, on voulait faire l'open source et tout, c'était chouette, quoi. Et en fait, on voulait utiliser l'open source. Puis en fait, il y avait tellement pas d'assets, tellement pas d'aide. Les tutos étaient mal faits, on a beaucoup galéré, et on s'est dit non, on arrête. Et donc après, on a quand même... non, c'est pas Phaser, c'est Phaser. Phaser. Je me permets. Ouais. Et donc, du coup, on est passé après sur Unity même pour développer le POC complet. Alors, j'ai une minute autopromotion. Cet été, on avait organisé un summer camp pour accompagner des jeunes et des moins jeunes à créer leur propre jeu. Et le choix qu'on avait fait à l'époque, parce qu'en 3 semaines, il faut aller assez vite, Oui, on était parti sur complètement. Construct 3 et Ouais. qui est aussi très, très plaisant. Et c'était d'appréhender tous les différents métiers, vu ta tendance ou ta passion. Enfin, finalement, cette pulsion à avoir plusieurs facettes. Le jeu vidéo, c'est aussi un secteur où il y a une dizaine de facettes, quoi, quasiment. Donc, tu as l'occasion Complètement. d'apprendre des métiers toutes les semaines. Ouais, complètement. Et c'est toute la difficulté du jeu vidéo, en fait, hein. Le jeu vidéo, moi, j'ai découvert un monde où je m'intéresse aussi au film. Je dis pas être passionné de film parce que dès que je dis je suis passionné de film, tout le monde dit ah ouais, tu connais tel acteur, tel auteur, tel machin. Bon, non, je suis pas à ce point-là passionné. En tout cas, je m'intéresse pas mal au film et comment ça se construit un film. En fait, ce que je vois, c'est qu'on a les mêmes corps de métier. Et c'est impressionnant. On en a même d'autres. Mais je regardais encore hier, là, il parlait sur, je sais plus quelle chaîne, il parlait des secrets du Seigneur des Anneaux, là, qui est passé. C'était sur 2 mercredis, là, c'était chouette. Il parlait vraiment de comment c'est construit sur Seigneur des Anneaux. Et on a bien les phases de pré-prod, de post-prod. C'est le même principe. On parle de son, on parle de la partie modée, mais nous, et donc modé, son, cara design, c'est un monde. Moi, je fais pas tout. Même si j'ai multicasquette, je me suis arrêté sur 2-3 corps de métier. La modée, pas du tout. Le dessin, pas du tout. Non. Ça, c'est trop. J'ai pas assez d'expérience là-dessus. Je remonte un peu dans les questions parce que sinon, ça va générer pas mal de frustration. Oui, je comprends.
Comment tu gères la fatigue? Parce que est-ce que tu es un petit dormeur en fait? Est-ce que dit comme ça, tu as l'air hyperactif? Et je pense c'est probable. Et Ouais. est-ce que dans le secret, c'est comment tu gères la fatigue et est-ce que tu es vraiment un petit dormeur? Parce que peut-être que tu fais des nuits de 12 heures et ça te permet d'être en forme pleinement les 12 heures restantes. Quoi. Alors, dans ma jeunesse, j'étais un petit dormeur, pardon. Les premières années de Netil, je dormais que 4 heures, ouais, par nuit, en moyenne 4-5 heures. Maximum 5 heures, ouais, et je tenais bien, avec du café quand même. Mais je tenais bien. Mais en fait, j'ai remarqué que c'était pas totalement vrai. C'est-à-dire que maintenant, je pense que l'âge est là aussi, hein, j'ai 41 ans. Chacun gère ses horaires de sommeil comme son corps le demande. Mais moi, en fait, je remarque que j'ai besoin de 7 heures maintenant. J'ai quand même besoin de 7 heures de sommeil. J'ai rencontré là une personne qui, lui, vraiment a besoin que de 5 heures de sommeil. Et vraiment, chouette, ravi pour lui. Il me dit, ouais, j'ai le temps de jouer à WoW tous les soirs ou tous les matins. Il me dit, c'est trop bien. Mais j'avais au fond de moi, j'étais jaloux, quoi. Parce que moi, c'est pas possible. En vrai, si j'écoute mon corps, c'est 7 heures. Dès que je fais pas mes 7 heures, je sais que le lendemain, mon corps, ou 2 jours après, il va me le rappeler et je vais, entre guillemets, louper l'heure d'une demi-heure. Parce que, en fait, donc, j'écoute vachement mon corps, mais en fait, comment je fais, en fait, c'est que je fais hyper attention j'ai un rythme, en fait. J'ai vraiment un rythme. Le truc qui va me le plus bouffer de temps, c'est tous les réseaux sociaux. Il y a l'aspect professionnel, je suis obligé d'y passer et j'ai envie d'y passer. Insta, etc., YouTube, j'adore faire des vidéos. Mais par contre, il y a l'Insta d'à côté, quoi. Il y a les trucs qu'on regarde à côté. Et ça, je sais que des fois, je me fais avoir. Donc, j'essaye au maximum de me cadrer pour amener un petit côté plaisir, parce que j'aime pas être trop robot, à faire à tout prix ce temps-là, et m'autoriser des moments plaisir. Des fois, je lâche un peu, mais j'essaie vraiment d'être cadré. Toi. L'idée, c'est de me donner des challenges minimum à respecter. Comme je disais, minimum 4 phrases, minimum 3 quarts d'heure, minimum telle action, minimum. Voilà, se donner ces petites motifs-là, moi, ça m'aide vachement. Et je sais par exemple qu'avec Anthony, quand on se voit le midi, j'ai pas le choix en fait. Lui, il reprend à travailler parce que lui, il est en régie chez des clients en train de développer, il n'a pas le choix, il faut qu'il reprenne à 14 heures. Donc, de toute façon, à partir de là, on doit se quitter. Donc, on n'a pas le choix, on avance sur ça et on avance sur 1 heure et demie, 2 heures quand on peut. C'est très rare, maintenant, c'est plus 1 heure et quart. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de taf et moi aussi. Mais voilà, on sait qu'on est là. Et en fait, c'est un aspect qui est super, c'est le côté focus. Tu restes focus, tu es obligé d'être focus pendant ce temps-là et tu sais de toute façon que tu n'as que ce temps-là. Donc l'idée, c'est ça te permet de ne pas t'éparpiller en fait. Et c'est la fameuse loi de Parkinson, quoi. Donc voilà, je suis pas un petit dormeur, je l'étais. C'est vrai qu'avant on me disait ça, mais je suis pas du tout un petit dormeur, je fais partie de la moyenne. 7 heures, je crois que c'est la moyenne, 7-8 heures, quoi. C'est juste le Oui. cadrage. Voilà sur la question. Et d'ailleurs, sur la question gestion du temps, ça te parle la méthode du Pomodoro qu'on a évoquée dans d'autres happy Ah oui, je hours. connais. Et Ouais, c'est un peu ouais, je l'utilise. c'est ce que tu fais un peu en fait. Tu es Oui, monotache intensément, mais pas c'est ça. forcément très longtemps, avec un livrable, en tout cas un résultat minimum à atteindre. Ouais. Ouais, mais par contre, j'y vais pas autant cadré que Pomodoro, quoi. Où il y a vraiment voilà, c'est pas à ce point-là. Moi, j'ai amené de la souplesse parce que j'ai compris comment je fonctionne aussi grâce au coaching, la thérapie. Ça m'a aidé aussi à comprendre comment je fonctionnais et que moi, je sais que j'apprécie énormément le cadre. Ça fait partie, même en coaching, des points clés que j'amène à un cadre quel qu'il soit, là, le cadre de notre échange. Mais par contre, j'aime la souplesse à l'intérieur. Donc, moi, j'ai compris ça en moi. Et ça dépend des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment être carré, carré, carré. Il y a des personnes, au contraire, qu'il ne faut pas du tout leur amener de carré. Ils aiment que les ronds, même les triangles, etc. Voilà, moi, j'ai compris que je suis un peu des deux. Donc, voilà, j'essaie de mettre ce minimum requis. Moi, ça m'aide énormément de me dire, au moins, j'ai fait ça. Et donc, je peux me féliciter de cette étape. Voilà, comme on dit, les cookwings, quoi. J'ai cette étape-là. Et au moins, je sais que ça, je l'ai fait et j'avance. C'est frustrant parce que le jeu, par exemple, ça fait 2 ans qu'on est dessus mais on n'est pas vraiment en 2 ans. Si on cumule, on a fait à peine 4 mois dessus, quoi. Mais étalé sur tout le temps, c'est ça aussi. Mais financièrement, on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà, c'est l'un dans l'autre, quoi. Je prends le fil des questions et ça permet Ouais. de rebondir aussi. Ok. Le déclic, la JP qui pose une question, est-ce que tu as eu un déclic à un moment où c'est grâce au coach que tu as réussi à te lancer? Alors, lancer dans le jeu vidéo, non, non, ça, c'était vraiment moi. C'est venu, en fait, c'est venu à un moment donné, j'avais vraiment envie de créer mon entreprise déjà. Donc, Netil. La première entreprise qui a duré 8 ans, on était une quinzaine de personnes.
Ça a été vraiment, ça aussi, ça faisait partie de mes rêves. Je voulais créer mon entreprise. Pour plein de raisons. Une des premières, c'est que je voulais voler mes propres ailes. J'aime la liberté. Voilà, et puis j'avais envie de tester par moi-même, quoi. Et je me sentais prêt. J'avais mon patron en ce temps-là, Dimitri. Je lui avais demandé qu'est-ce que tu en penses. Et il me dit ouais, je pense que tu peux y arriver. Tu es quelqu'un qui avance, qui a envie d'avancer, qui a le bon contact avec les clients. Donc j'ai eu une sorte de petit go quand même qui m'a rassuré par mon mentor en ce temps-là. Hein. Je le considère vraiment comme mon mentor. Puis après, il y a des discussions aussi avec mon ex-femme, en ce temps-là c'était ma femme, quoi, pour s'assurer que le cadre de vie que je vais vivre, qui va être intense, elle soit OK avec ça. On n'avait pas encore d'enfants, mais quand même. Donc voilà, ça a été vraiment des points, c'est ça qui a déclenché. Par contre, ce qui a déclenché avec la coach que j'ai eue, donc Elaine, ça a été, elle m'a aidé vraiment à créer ce chemin de vie. Et par contre, elle m'a aidé à accepter, voilà, de ne pas, de faire des choix. Ça, c'est vraiment été un travail de faire des choix, accepter et de la résignation, la frustration que ça, tant pis, je le ferai pas maintenant. Mais par contre, ce qui était génial, c'est que moi, j'ai réussi à voir sur mon chemin de vie que j'avais jamais construit. J'ai vu dans quelques temps, je l'avais écrit, que j'allais commencer à écrire mon livre, que j'allais même le publier à un moment donné. Je l'avais écrit, et comme le jeu vidéo, en fait. Je l'avais écrit. Et en fait, j'y croyais un peu, c'était une sorte de rêve. Et en fait, ça s'est fait à un moment donné. À un moment donné, je me dis, c'est bon là, j'en ai marre, je le fais. Et c'était de ce travail-là. Ça s'est fait quelques années plus tard, ça a été génial. Et donc là, maintenant, je continue ça. C'est tellement au fond de moi. Parce que pareil, j'ai eu un premier échec d'un livre que j'ai pas fini. Voilà, j'ai envie d'aller au bout, quoi. Donc c'est ça qui me motive, c'est enfin aller au bout des choses. Et vu que maintenant, je suis, comme tu as dit, slasher, en tout cas on peut définir comme ça, mais j'ai réduit la voilure, j'ai mis mon cadre des choses que je veux faire, et d'autres choses, j'ai envie de les faire aussi, mais je les ferai pas. Je les ferai pas, c'est pas grave. Je les ferai plus tard. Tant pis si je pourrais pas les faire. Mais moi, je fais ce qui m'anime là maintenant et qui me motive à fond. Il y a une question de Full Metal Dev que je garde pour tout à l'heure. Est-ce qu'elle est sur D'accord. l'intégration de l'IA dans tes développements, Oh. dans ton processus de Ouais, développement? Donc, c'est un sujet, ouais, c'est une autre facette de l'activité. ouais. Mais il y avait une question d'Alissane sur comment tu gères ton rapport aux autres qui t'attendent, ben, qui attendent peut-être que tu sois à 100% sur le projet. Et tu as commencé à le Ouais. dire, en fait, parce que par rapport à ton associé, lui aussi, il a son système de contraintes. Donc, finalement, vous avez un rendez-vous commun et vous n'êtes pas en attente l'un de l'autre. Mais sur d'autres projets, c'est peut-être plus délicat de s'organiser. Et donc, ce rapport à l'autre, puisqu'en plus, tu as un angle très, très humain dans ta présentation. Moi, je trouve que c'est Oui, d'ailleurs une des richesses de l'échange qu'on a, c'est de dire le développeur, c'est aussi quelqu'un d'un être de chair et de sang, et tu l'incarnes très bien dans ce que tu nous évoques aujourd'hui. Et donc, le rapport aux autres, ouais. voilà, comment on t'accroche, ou est-ce que c'est source de conflits éventuels, ou parce que ça marche pas avec Oui, tous les profils, en fait, ce type de collaboration. tout à fait. Tout d'abord, le point que tu as dit, hein, que tu as décrit, c'est vraiment de se mettre des rendez-vous communs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a appris. J'ai un mode de fonctionnement qui est très asynchrone. On me dit des fois qu'on a l'impression que je suis quelqu'un de très solitaire, mais pas du tout. J'adore l'humain, j'adore vraiment l'humain, quoi. Les contacts, la richesse. Si je suis coach et formateur, c'est aussi pour ça. Je pense qu'au Clock, enfin, voilà, on partage les mêmes valeurs. C'est vraiment le partage et les échanges. Par contre, j'ai eu un projet, par exemple, il y a quelques temps, où on était vraiment sur ce même mode-là, c'est-à-dire le mode de l'asynchrone. C'est-à-dire, OK, moi j'avance à un moment donné, toi tu avances de l'autre. Comment on réussit à avancer ensemble alors que, oui, il y a des attentes de l'autre côté. Déjà, on développe ensemble tout un système d'automatisation qui permet d'éviter qu'on soit dépendant l'un de l'autre. Et on développe aussi ce qu'on appelle, alors du côté code, hein, ce qu'on appelle les mocks, la simulation en fait, pour ne pas être bloqué. OK, ça tu l'as pas encore fini, je vais créer le contrat de base et je vais me faire comme s'il existait et je vais travailler avec ça. Et puis dès qu'il sera, je brancherai. Hein, grosso modo, voilà, comme une prise quoi, qu'on branche et change de prise quoi. La prise, elle existe, tu vas juste te raccrocher sur le. Et c'est comme ça qu'on a réussi à fonctionner. J'ai travaillé avec des personnes qui étaient à Londres. Sur le premier jeu vidéo, on a travaillé avec des personnes qui étaient à Londres, quoi. Même des personnes qui étaient, je sais plus où, c'était en. Si, on avait travaillé avec une Vietnamienne aussi. Hein. Donc vraiment, l'idée de se synchroniser. Donc on arrivait, il y avait des attentes, mais en fait, l'idée, c'est la communication, c'est le premier point. C'est accepter ce mode-là et réussir à se synchroniser à des moments donnés pour que il y ait pas d'attente. Donc en fait, j'aime pas trop anticiper, j'aime pas trop ça, c'est-à-dire trop prévoir. Moi, je trouve que c'est horrible parce qu'après on est trop frustré, mais j'aime bien juste prévoir le cadre encore une fois. Qu'est-ce que j'ai besoin à un instant T
Et qu'est-ce qui me permet de me dire, là, on va être ensemble, satisfait de cet échange, de cette attente, de ce rendu. Par contre, oui, il y a des conflits. Et c'est OK. Pour moi, le conflit, il est sain. Un conflit, c'est bon. Un conflit, c'est bien. Et en fait, je trouve que la plupart du temps, on essaie de fuir le conflit. Alors que moi, au contraire, je travaille, même en accompagnement, à accepter le conflit, à l'aimer même. Et en fait, quand on a cette approche-là, on se dit, OK, t'es pas d'accord avec moi? OK, comment on peut être soit pas d'accord du tout, mais qu'on peut avancer ensemble, ou au fait, qu'est-ce qui fait que on peut construire ensemble quelque chose? Et à partir de là, dès qu'on part sur cet état-là, moi, je trouve que c'est d'une richesse, mais magnifique. Et pareil, c'est la construction, parce que du coup, après la première coach, j'en ai une deuxième qui me supervise actuellement, Michel, si tu regardes la vidéo, qui en fait m'aide à appréhender vraiment cette approche-là. Donc c'est vraiment ça pour répondre, hein. Les conflits, il y en a. On s'engueule des fois, mais c'est pas de l'engueulade à se crier dessus, c'est pas de l'engueulade à se traiter de tous les noms ou des noms d'animaux qu'on n'aime pas. Non, non, au contraire, c'est je suis pas d'accord, je sens moi de la colère, mais par contre, je vais t'exprimer, mais juste dans le but de quoi? C'est pas pour dire que t'es pas bien, non, c'est qu'est-ce que je veux créer avec toi, et on garde toujours focus le résultat, le projet, voilà, à un moment donné, avec Anthony, on s'appelle, on se dit, on fait les chapeaux. Je sais pas si vous connaissez, La méthode de le De terme, je l'ai Bono. plus là. Ouais, voilà, il y a différents chapeaux, et donc on s'échange les chapeaux virtuellement, hein. Et moi, je dis, par exemple, à ce moment-là, je suis le chapeau noir. Et lui, il est le chapeau blanc, donc la créativité, ou le chapeau jaune. Et donc, moi, je fais le chapeau noir. Je fais que critiquer, donc c'est pas très agréable, mais on y va. Et ça, c'est super agréable. Voilà, donc pour dire, c'est comme ça qu'on approche, on a vraiment cette approche où on crée un climat d'écoute et de bienveillance, mais pas la fausse bienveillance, la vraie. On se dit les choses, quoi. Voilà, donc c'est ça sur les attentes, et on accepte de recevoir des critiques. C'est-à-dire vraiment, moi je suis prêt, tant que c'est dit avec humanité, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas bien ce que j'ai fait, vas-y, dis-le moi, il n'y a pas de problème. De un moment donné, c'est pas bien, il n'y a pas de problème, hein. Je fais des erreurs comme tout le monde. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'en tout cas qu'on fonctionne. Mais on reparlera peut-être, en tout cas on mettra une référence sur la méthode des 6 chapeaux. J'essaie de prendre les questions dans l'ordre. Donc j'oublie pas la Ouais, question sur l'IA, qu'on se garde, on se garde un peu de temps ouais, là parce que c'est un sujet de société. ouais, Il y a une question de J qui est en formation concepteur développeur d'application, qui voudra en ouais. profiter. Il cherche des librairies ou des sites pour fouiner, car il cherche à faire un jeu type OGAM, pour ceux qui connaissent. Moi, Ouais. j'avoue, je ne connais pas, et des ressources pour, en plus de Phaser JS. Si tu as deux, trois tips à partager avec nous. Alors, des librairies sites, alors ça dépend si tu veux du Phaser pur. En plus de Phaser, après, il y a, moi je dirais, ma source première d'information, c'est d'abord le game design. Je dirais même avant moi je me suis formé via des livres en fait que j'ai là, hein. Attends, est-ce que je les retrouverai vite fait? Ouais, c'est celui-ci. Avant même, la ressource première, c'est celle-là. Oula, est-ce que ça va se voir? Ouais, ça se voit. The Ouais, Art The of Art. Game Design. Ouais, Ouais, on va mettre c'est les ma première références. ressource. Ouais. Vraiment, c'est avant même de passer du côté dev. Et puis après, c'est le jeu, c'est YouTube. Moi, c'était ma source première de tout, en fait, de tout apprentissage. Sinon, ça a été la dernière, ça a été Udemy, hein, voilà, qui propose plus ou moins de qualité, mais on y trouve toujours des tutos qui sont intéressants. Plus que tutoriel d'ailleurs, tutoriel.com, parce il y a moins de matière à l'intérieur. Donc voilà ce que j'utilise moi en premier. Puis après, les sites. Puis maintenant, pardon de revenir sur l'IA, mais ChatGPT aide quand même pas mal, hein, sur ça ces derniers temps. Mais bon, ça fait que 2 ans, hein, 3 ans maintenant. Voilà sur les ressources pour développer. Alors ça tombe bien parce que, autre instant autopromo, on en a sorti un article sur les cadeaux à faire à des geeks. Et Ah, on va urgemment modifier l'article pour rajouter The Art of Game Design pour les gens. Non, plus sérieusement, je pense que ça peut être un beau cadeau de Noël que pouvez-vous ou vous ouais, faire ou offrir à ouais, d'autres. On rajoutera dans la liste si ouais. si on peut. Euh, voilà, c'est moins de questions. Je pense qu'on est peut-être chaud aussi pour dire, bah ouais, et l'IA dans tout ça, comme dev et Ouais. plus que sur le volet jeu, c'est effectivement comment toi tu interagis aujourd'hui avec les LLM pour travailler différemment. Est-ce que depuis 2 ans tu travailles différemment, et si oui, comment? Est-ce que tu as un point de vue tranché, ou en tout cas des convictions à partager avec notre public, qui est souvent aussi taraudé par ces questions, parce que quand tu regardes la presse, on dit regardez tout ce qu'on peut faire, etc. On pose 2 prompts et puis on a un truc qui fait le café, et voilà.
Et toi, ton Mhm. expérience assez profonde de C# notamment, qui est un langage exigeant, mais aussi des autres aspects de ton métier de dev et de Mhm. formateur, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et comment tu vois les prochaines tendances, sachant que faire des prévisions, on est sûr de se tromper, mais tu as sûrement un instinct aussi sur... voilà, c'est Ouais, ça. Le fameux dire d'expert. ouais. Alors, moi, je le vois comment? Je le vois comme une opportunité déjà pour des petits studios de réussir à sortir des concepts, par exemple pour un jeu vidéo. Typiquement, nous, on n'a pas beaucoup d'argent. C'est par fonds propres, hein. C'est-à-dire notre société Dev to Be Curious, c'est qui fait de la formation, coaching, accompagnement et régie. On a une partie de notre budget, donc de l'argent qu'on gagne, qu'on alloue aux jeux vidéo. Donc, la voilure s'est drastiquement réduite ces derniers temps. Donc, on est passé d'une équipe de 10 à 2 aujourd'hui, pour dire, hein, parce que financement, et donc ça a amené qu'on est obligé de se tourner vers l'IA pour pouvoir avoir quelque chose qui est agréable. Donc, l'IA, déjà, c'est un soutien pour pouvoir avancer dans déjà de la réflexion. C'est-à-dire que on n'est pas, on n'est pas les grands studios, hein, de jeux vidéo, ce qui donne qu'on n'a pas des personnes qui nous permettent de traiter, par exemple, un concept art, une idée qu'on a. Par exemple, c'est moi qui amène la vision du projet. Donc, j'ai des idées qui viennent, qui popent un peu par moment partout. Voilà, comme d'hab, quoi. Et c'est Anthony qui me cadre pas mal, d'ailleurs, par rapport à ça. Très souvent, je dis, Anthony, j'ai une idée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester rien que par rapport à l'IA. Rien que pour dire par rapport à ça, par exemple, si je prends Leonardo, sans faire de pub, hein, mais c'est un des meilleurs, ou Midjourney pour essayer d'en citer un deuxième, nous, c'est Leonardo qu'on a choisi. On a réussi à générer des choses qui sont vraiment propres, belles, mais pas tout, en fait. L'idée, c'est que pour moi, ça fait pas le café. Et ça fait surtout pas le café. Pour revenir du côté code, je l'utilise, moi, comme réflexion, comme moyen de découvrir des choses aussi. Des fois pour gagner un peu de temps. Mais en fait, à chaque fois que j'utilise, quel que soit le prompt que je donne, il me raconte n'importe quoi les trois quarts du temps. Et vraiment, encore hier, j'étais sur du développement TypeScript. J'ai demandé un truc, il me dit n'importe quoi. Je refais le prompt, n'importe quoi. J'ai encore redemandé un autre truc. C'était mais vraiment n'importe quoi. Et je me dis, en tant que débutant, c'est extrêmement dangereux pour moi. C'est parce que en fait, déjà qu'avec Stack Overflow, c'était dur de trier le bon grain de livret. Là, c'est encore pire. Parce qu'il cite pas ses sources si on ne demande pas d'aller sur Internet. Il cite rien du tout. Il invente, mais il invente tellement. Alors, on va le vérifier côté code. Mais c'est pas bon. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on a des outils là où on met un prompt, ça nous génère un site. C'est magnifique, clairement. Bolt, Bolt.io. Magnifique. C'est impressionnant. Et c'est vrai que si on écrit bien le prompt, c'est bluffant. On peut vraiment gagner du temps. Mais je reste convaincu qu'un dev doit être là à coder. Et moi, je fais partie de ces devs. Je suis sans doute un vieux tut, hein, mais tant pis, j'assume. Moi, j'aime faire de l'orfèvrerie. J'aime pas faire de la génération de code vite fait, je pisse mon code et c'est tout. Moi, j'aime que ce soit propre, que ce soit beau, que ce soit bien fait. J'aime être fier de ce que j'écris. Et l'IA, elle n'est pas capable de faire ça. Même si on lui demande tout, elle n'est pas capable. Et donc, je veux dire, c'est qu'un moteur statistique. Donc, derrière, même s'il ira très loin, il sera capable de faire tout ce que je fais. Ben, aujourd'hui, pourquoi il y a de la haute bijouterie et il y a des bijouteries bas de gamme, c'est un peu ce niveau-là, quoi. Moi, j'ai envie plutôt d'aller vers la bijouterie haut de gamme, de faire vraiment quelque chose de propre, de soigné, de qualité. Et je sais que ça fonctionnera bien, les gens seront contents. Mais en effet, je vois que l'IA, par contre, ben, il y a des patrons qui aujourd'hui, pour des raisons financières premières, des fois humaines et contraire humaines, mais ça c'est un autre sujet, euh, qui vont décider, j'avais vu la news il y a 2 jours là, qui ont décidé d'enlever, ça y est, il n'y a plus d'humain, il n'y a que l'IA. Parce que ça fait autant d'erreurs qu'un humain, en gros, grosso modo, ils disent. Donc autant pas payer. Et je trouve ça, moi éthiquement, tu disais la valeur humaine, mais moi éthiquement, c'est pas possible, quoi. Je préfère payer quelqu'un, quand on avait l'argent, nous on avait des salariés, hein. Je préfère payer quelqu'un et qui s'aide de l'IA pour se former, pour devenir encore meilleur, à être encore meilleur dans l'IA s'il faut, mais être présente, ça sera d'autant mieux que d'avoir une IA. Non, non, moi je veux garder le côté humain. Voilà, ça c'est mon point de vue. Peut-être que je vais mourir à cause de ça, je veux dire mourir mon entreprise, mais tant pis, j'assume. C'est un outil pour moi et ça doit rester un outil. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Et je le maintiens, même sur LinkedIn, vous pouvez voir mes posts, hein. Je suis assez virulent. J'essaye d'ailleurs de ne plus l'appeler IA parce que c'est pas du tout intelligent. Ça nous donne l'impression que c'est une intelligence. C'est vrai qu'à un moment donné, comme on dit, je crois que c'est au sujet de la science, quand elle sera tellement difficile à comprendre, on aura des difficultés à ne pas la croire magique.
Et aujourd'hui, je vois par exemple avec Canva, c'est écrit dans Canva, là, le logiciel, là, ils disent c'est magie, appliquer la magie. Non, c'est pas de la magie, c'est que de la statistique. Donc arrêtons ça, remettons des mots en coaching, c'est important, c'est les mots. Remettons le mot, c'est pas une IA, c'est pas du tout IA, il n'y a pas d'intelligence. C'est artificiel, ça c'est clair. Mais il n'y a pas d'intelligence, ça mime l'intelligence. Et moi, j'aime pas ça. Sans doute parce que je vieillis, hein, je pense qu'il y a ça aussi. Mais moi, c'est les valeurs humaines, quoi. Et je veux y croire, je veux vraiment garder ça. Mais moi, ça me fait peur, par contre, pour les jeunes générations. Ça me fait peur pour tous ceux qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Parce qu'en effet, pour trouver sa place, ça m'inquiète plus. Parce que c'est pas juste je fais du dev maintenant. Va falloir monter les comptes, monter. Parce que l'IA est capable, en effet, d'écrire du code quand même, hein. Je veux dire, il y a quand même du bon code qu'elle est capable de sortir. Ouais, il y a beaucoup de taf maintenant pour être capable de comprendre ce qu'elle écrit, l'IA. Donc le moteur statistique. Voilà mon Et point de si vue. vous, et si vous voulez comprendre un peu différemment, sous un éclairage différent, comment fonctionnent les IA, on avait reçu Léo Briand, le fondateur de VitaScience, qui nous a fait une présentation de comment on entraînait des modèles. Et en fait, lui, il en a fait avec VitaScience, qui a une vocation de présenter, de partager l'informatique et les technologies au plus grand nombre, mais surtout sur des publics beaucoup plus jeunes. Et il nous a bien montré comment on entraînait des modèles, des questions de biais et aussi sur les questions de prédiction. Et voilà, c'est une souris verte qui courait bah voilà, effectivement, statistiquement, elle court dans l'herbe, mais elle ne le sait pas. Juste statistiquement, c'est le mot le plus probable. Euh, Maintenant que la vidéo est Ouais. aussi disponible en asynchrone, vous pouvez aller la voir. Je te la trouve d'utilité publique aussi. Audrey mettra le lien sur YouTube. Et ça permet d'ailleurs de on attend des ressources supplémentaires aussi, si tu avais 2-3 chaînes à partager avec nous, justement, pour les gens qui veulent se lancer aussi. Peut-être qu'on le fera en asynchrone, mais s'il y a quelques noms qui te viennent comme ça, qui pop, comme les idées que tu as pour les jeux vidéo, on peut peut-être partager quelques sources supplémentaires qui t'ont fait avancer. Pour le dev, Pour le jeu. ouais. Pour le jeu, d'autres sources. Elle est où? Attends. Elle est où? Il y a celle-là, je crois. Attends. Ouais, il y a celle-là. C'est là qui est bien. Bon, elle date un peu. 2021, c'était hier. Ouais, c'était hier, mais ce qui paraît non. Et il y en a une autre qui a été, qui est toute bête. Alors, est-ce que je la retrouverai là? Parce que pareil, j'utilise pas mal de code. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que je l'ai là? Bon, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Zut, parce que j'ai quand même pas mal de. Zut, elle est où? Elle est trop bien en plus. Si, c'est ça. Voilà. Bon, ça, c'est pour amener de la qualité, hein. Je vous parlais d'orfèvrerie. Moi, je cherche vraiment. C'est le design pattern dédié au game programming. Et je vois une phrase de Arnaud là. Je suis d'accord, hein. L'idée, par contre, moi, c'est pas juste moi, je fais pas, je me forme, et après, je code. C'est je code, et j'y vais pas à pas. Et après, dès que j'ai un besoin, je vais regarder sur Internet. Moi, c'est vraiment YouTube qui va être ma réponse. C'est bah tiens, là, je veux construire une maison ou je veux construire voilà, une cabane. Je vais prendre du bois, je vais déjà commencer un peu. Ah zut, je sais pas comment faire, je vais me former. C'est un peu cette idée. Moi, je fais un peu le système inverse, hein. C'est-à-dire, c'est d'abord je code, en effet. La page blanche, je fais le premier pas pour écrire au moins un caractère dans ma page blanche. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Il y en a d'autres qui fonctionnent différemment. Voilà, pour Non, mais répondre à c'est ça. aussi une forme. D'autres sources après, bah, ça serait sur YouTube après, mais je les ai pas en tête, non, là, comme ça. Voilà, on réfléchira, on dormira dessus donc les 7 Ouais, heures, et ouais. puis on aura les noms qui ressortiront. Mais oui, c'est un peu aussi le principe finalement de pédagogie active. Alors, faut retrouver ces styles d'apprentissage, mais c'est vrai que plus on vieillit, plus il est évident et plus pertinent de se mettre en action, de faire, et puis après de refaire un pas de côté, reprendre du recul. En tout cas, c'est ton mode d'apprentissage privilégié aujourd'hui, Ouais, quoi. c'est ça. Alors, j'essaie de C'est faire rattraper d'abord. les questions Ouais. et je pense que pas trop. Ah oui, hop. Audrey, n'hésite pas à remettre des questions en avant. Je pense que je suis arrivé un peu à la fin. Hop.
vois, il y a les questions d'hallucination de l'IA. Ouais, bah, C'est un phénomène qui est moi, c'est vraiment effectivement ça. connu parce que quand il y a un moment donné, c'est le mauvais côté de la branche statistique qui prend. Là, on peut descendre dans les, je vais pas dire dans les enfers, mais et puis en plus, il y a une question aussi supplémentaire sur finalement les modèles. Il y a des modèles il y a des tests, des canevas de tests qui viennent évaluer la pertinence des IA. Et on vient Ouais, suroptimiser l'IA pour qu'elle réponde bien aux tests. Mais si on ouais, c'est sort ça. finalement du cadre aussi, il y a encore une place pour les codeurs et les vrais codeurs. C'est ce qu'on pense aussi de notre côté. Hein, parce que s'il y avait juste Ouais. un prompt à faire et ça te refait Ah oui, tout Internet. Voilà. Alors, je regarde les questions parce qu'en fait, le problème contrairement à d'autres systèmes de visio, tu as à la fois et les commentaires et les questions dans le. ouais. Voilà. Non, non. Bah, écoute. Je vois JP et Arnaud qui ont posé des questions. Ouais. Oui, voilà. Il y a deux questions, JP. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour identifier des opportunités dans les projets ou savoir quand il faut s'arrêter? Voilà, c'est Alors, ta philosophie. ouais. Ouais, bah alors les opportunités, moi aussi j'aimerais bien avoir, j'aimerais bien avoir cette info-là parce qu'en fait, c'est hyper dur de détecter les opportunités. Il y en a qui ont, j'ai l'impression, ce talent ou je sais pas comment on dit, le bordé de nouilles. Mais moi, en fait, sur les opportunités, c'est comment tu les détectes, c'est aussi comment tu discutes avec les gens. Euh, c'est ça, en fait, moi qui m'a amené à l'idée du jeu vidéo. Donc c'est parce que j'ai discuté avec des personnes qui se sont dit, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait ça, tiens, j'aimerais bien apprendre comme ça. C'est ça qui a émergé. Donc, en fait, pour moi, il y a deux façons de voir l'opportunité. Il y a, je la détecte ou je la crée. Hein, comme on dit, soit je la détecte et après, je vais y répondre le plus rapidement possible. Et ça, c'est costaud, avec ma façon de fonctionner, où j'ai plein de différents projets en même temps. Si tu te focuses que sur un, c'est super, quoi. Si tu as la possibilité de côté temps étudiant, temps reconversion, grâce au chômage, par exemple, clairement, j'avais vu un start-upper qui disait ça. Hein. Il dit, merci le chômage, parce que ça m'a permis de lancer ma start-up. Et clairement, moi j'aurais adoré, j'ai jamais eu le chômage. Hein. Même quand moi, j'ai toujours démissionné, donc j'ai jamais eu le chômage. Donc, c'est costaud dans ces moments-là. Mais si tu as l'opportunité, moi, je dirais, va discuter avec les gens, va discuter sur les forums, va discuter sur TikTok, va discuter quel qu'en soit, en fait. Et tu vois, en fait, les besoins. Les besoins, c'est toujours les personnes qui se plaignent, en fait. Mais c'est dans le bon sens, hein, c'est le pain qu'on appelle. Hein. Le pain va créer l'opportunité. Puis après, il y a le deuxième, c'est ton pain à toi. Il y en a plein qui ont créé leur projet. C'était d'abord une douleur qu'ils avaient en eux, en fait, parce qu'ils utilisaient tel outil, ça fonctionnait pas. Moi, je donne un exemple. Typiquement, je suis en train de créer un projet là qui va démarrer là très très bientôt. Je vais d'ailleurs faire des vidéos là-dessus. Hein. Je vais développer en Angular et d'autres technos avec .NET derrière. Je travaille avec des centres de formation. Je suis prestataire. Je fais aussi des formations via des centres de formation. Donc, je représente le centre de formation. Et en fait, pour gérer tout ça, mais j'en ai partout. J'ai plein d'appels, plein de demandes, et j'ai envie d'un outil. Et donc, c'est ma souffrance à moi, parce que je me sens perdu. Voilà, je crée une opportunité. Et si je vois qu'elle plaît bien, j'en parle à d'autres et je vais le présenter en tant que site internet SaaS, quoi. Donc voilà, comment. Et donc, comment l'arrêter alors là, ça, c'est la vraie question. Comment l'arrêter? Alors moi, il y a d'abord l'essoufflement qui peut arriver, c'est-à-dire accepter que vraiment faire le deuil. C'est-à-dire, tant pis si ce projet-là, je ne vais pas jusqu'au bout. Se dire que à un moment donné, en fait, ça se sent, parce que moi maintenant, j'ai appris à pas m'éparpiller trop. Hein. Je sens en fait quand, voilà, j'y passe moins de temps. Si j'y passe moins de temps, je vais tenter d'y revenir. Je vais tenter d'y revenir. Je parle bien des projets, hein, pas des habitudes, je parle des projets. Et si au bout d'un moment, ça marche pas, si personne vient échanger avec moi, par exemple, à un moment donné, j'avais une équipe, on échangeait beaucoup, c'était hyper actif, puis à un moment donné, ça s'est éteint. Je tentais de réalimenter la machine une fois, deux fois. J'ai accepté que ce projet il devait mourir. Et c'est pas grave. Il n'est pas mort, en fait. Il est juste endormi comme un volcan. Et donc, on verra plus tard. Donc voilà comment moi je me dis, c'est par le ressenti. Et puis à un moment donné, en fait, quand arrêter pour finir, c'est que faut pas se donner des jalons trop longs, en fait. C'est-à-dire que c'est le fameux MVP, c'est qu'est-ce qui a de la valeur. Plutôt que de me dire, je vais essayer de gravir, je donne toujours cet exemple moi, en formation, plutôt que gravir l'Everest, et c'est à quel moment je m'arrête vers l'Everest. Si je pars d'ici, là, de chez moi, voilà, plutôt que de dire ça, je veux dire, ok, je vais déjà essayer de gravir la petite falaise qui est chez moi. Et donc, quand m'arrêter, dès je m'arrête à la fin de la falaise, on verra si j'ai réussi. Et toi, moi, c'est ma façon de faire, en fait. Je fonctionne tout par priorité. Je me donne des petites étapes.
ou un peu plus grande après, et je vais jusque-là déjà. Et puis après, je verrai. Et vraiment, je fonctionne comme ça, itérativement. Si vous connaissez le TDD, quoi, c'est cette approche qu'on appelle TDD, quoi. C'est vraiment itérativement. Donc voilà pour répondre à la question. Les opportunités, c'est soit tu les crées, soit tu. Et puis, quand je m'arrête, c'est plutôt que je me fixe des petits, plus petits que des grands projets. Par exemple, pour le roman, je me suis fixé d'arriver jusqu'au bout de mon roman. Il faut qu'il y ait minimum, je m'étais mis 30 000 mots, minimum. Je veux atteindre 30 000 mots. Et après, si je réussis à faire 50 000, tant mieux. 30 000 mots. Parce que j'ai prévu 3 tomes, normalement. Donc, ça fait 3 fois 30, donc ça fait presque 100 000 mots en tout. Déjà, je vais m'arrêter aux 30 000. Puis on verra, je vais tenter de le publier. Et puis, si j'arrive à plus, j'arriverai à plus. Et donc, ça ne fonctionne pas, je m'arrête là. C'est pas grave, je referai un autre, un différent, c'est OK. Donc voilà, moi, ce que j'aime dire, c'est préparer la fin, préparer l'échec avant d'avoir commencé. J'accepte que je ne vais pas y arriver, c'est pas grave. Et voilà. C'est ma façon de penser, de fonctionner. Ça pourrait être une des punchlines qu'on gardera, en fait. Arnaud demande si tu accepterais d'être contacté directement par mail ou sur un réseau social parce qu'il a des questions de reconversion dans le game design, plutôt dans le développement de game, et donc il ne veut pas polluer ou accaparer la conversation, mais on peut partager ton adresse LinkedIn ou quelque chose comme ça, par exemple. Ouais, LinkedIn, Facebook. Il n'y a que TikTok, je tente d'y aller, mais je n'y suis pas trop. Donc, autrement, le reste, Insta, ce que vous voulez. LinkedIn, c'est le scan mieux. LinkedIn, allez-y. Parfait. Super, merci. Après, il y a une question de Nathalie que Audrey a eu la bonne idée de remettre en haut de la pile. C'est comment le marché des jeux vidéo? Est-ce que c'est dur de se positionner? Très dur, clairement. Il n'y a pas à se cacher, c'est hyper dur. C'est encore plus compliqué aujourd'hui. Et avec l'IA, malgré tout, je veux dire, malgré ce qu'on dit qu'elle faut elle est quand même bien développée. C'est un monde où ça va. D'ailleurs, il y a Google qui, il y en a plusieurs là, ça y est, qui ont créé leur moteur de génération de jeux vidéo. Donc, on voit que dans très peu de temps, on aura des moteurs qui vont faire ce que fait d'ailleurs déjà les jeux vidéo aujourd'hui. Les Assassin's Creed, toutes les séries, etc. On voit bien que c'est du fait, dur sur fait, tout ce qui s'ensuit. Donc, on voit que le marché il se densifie. Depuis Steam, ça se densifie énormément sur la sortie des jeux. Nous, on le sait, on n'a pas prévu de gagner de l'argent de base. On veut gagner un peu, mais on sait qu'on ne retrouvera pas tous nos frais sur le premier. C'est pas grave. Mais par contre, je crois qu'il y a plus de 1000 jeux qui sortent par jour ou par semaine, je sais plus. C'est impressionnant les stats. Et donc, le marché il se densifie, il se complexifie. Le marché du jeu vidéo en France, il est basé par des aides de l'État. Les Pays de Loire, là où je suis, c'est l'une des régions où il y a le moins d'aide. Il n'y a même pas d'aide de la région. Il faut aller voir que la CNC, donc c'est vraiment l'entité nationale. Et en plus, nous, on a fait déjà la tentative. Il y a, sur 70, il n'y en a qu'une dizaine qui sont sélectionnés. C'est hyper compliqué. C'est maximum 20-30 000 d'aides. C'est très, très difficile. Non, vraiment, c'est un monde qui est très compliqué. Soit tu as l'idée Ikigai, voilà. Tu es aligné sur toutes les planètes. Soit pas moins de 14 000 jeux. Merci Audrey, c'est ça. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie et ça se complexifie de plus en plus pour sortir vraiment de ce qu'on appelle l'océan rouge, où tout le monde se bataille. C'est trouver le côté original tout en étant qui donne envie, être pile au bon moment que les gens ont envie, parce qu'il y a des modes. Il y a un moment donné, on était tous sur tel ou tel type de jeu. Voilà, il y avait beaucoup de tout ce qui était battle. Merde, j'ai perdu le nom. Fatigue de fin de journée, mais voilà. Hunger Games, quoi. Et il y avait cette mode, il y avait la mode du pixel art. Voilà, on a vraiment tout ça. Battle Royale, merci. Putain, il voulait pas revenir. Merci, voilà. Et donc, c'est aussi être sur la mode, mais ça veut dire être capable de développer à fond le jeu vidéo pendant un instant T très court pour y arriver. Et donc, voilà, merci. La fatigue de fin de journée, n'être pas J. Voilà, pour répondre à ça. Donc, tes 7 heures de sommeil sont bientôt sont devant toi, rassure-toi. Marvin demande sur quel support sont disponibles tes jeux? Est-ce que c'est du free-to-play? Nous, alors première version, on va le mettre sur notre jeu parce que c'est le premier. Le premier, ça va être sur Steam, on déploiera sur Steam, donc PC d'abord, Focus PC. Et la deuxième version, mais on a des difficultés à avoir les clés pour tester sur la Switch. On a prévu la Switch et peut-être du coup la Switch 2 quand elle sortira. Voilà le but. Donc d'abord PC. Donc c'est un petit jeu, c'est une dizaine d'heures, quinzaine d'heures grand maximum, c'est un petit jeu.
dizaine d'heures, je crois qu'on a prévu. Bon, si vous voulez, je stream de temps en temps aussi sur le jeu. De temps en temps. Le dev, pas le jeu. Oui. On mettra ça aussi dans les notes partagées. Audrey fait aussi Scribe. Donc, je pourrais lui demander si c'est une bonne situation, Scribe, à l'occasion. Je regarde un peu les questions. Je pense que j'ai pas raté. J'ai la musique, j'ai l'impression. Non, juste la réalité virtuelle, là, je vois. Ouais. Ah oui. Ouais, je pense que j'ai rattrapé à peu près voilà. Je pense que j'ai rattrapé à peu près le flux de questions. On va peut-être en prendre une ou deux dernières parce qu'on s'était donné 1 heure et on sait qu'on joue toujours un peu les arrêts de jeu, mais voilà, le temps de chacun voilà, on s'est dit restons dans le cadre parce que toi aussi tu fonctionnes avec un cadre et d'ailleurs merci beaucoup de l'heure que tu nous as accordée parce que avec grand plaisir. Je trouve que c'est parce qu'on se dit oui la tech c'est froid ou voilà c'est extrêmement généreux et puis tu viens avec tu parlais d'humanité mais alors il y a de la pudeur sur certains aspects hein, il y a des moments où tu te dis voilà il s'est passé des choses et j'en parlerai pas et voilà mais en même temps il y a une grande facilité et une grande humilité à dire voilà bah, je me suis pris des tôles je me suis fait accompagner et voilà comment je me gère aujourd'hui et je pense que ça c'est précieux parce que les rôles modèles, tu sais, on parle souvent de rôles modèles pour dire donnons des modèles de un tel ou un tel. Effectivement, il y a des gens qui sont inspirants. Tu vas dire, ah, on va être Thomas Pesquet, voilà, mais statistiquement, il y en a combien? Donc, il faut aussi que tu puisses être pas loin, finalement, pas du rôle modèle absolu, mais en tout cas de montrer des chemins. Et je trouve que le temps que tu as consacré à évoquer ton parcours et puis ton originalité, illustre le fait que, en fait, en faisant un pas après l'autre, si on va dans la bonne direction, et quand on va dans une direction au moins assez longtemps, on avance et on crante des choses. Et je trouve ça, pour finir l'année, avant les fêtes de fin d'année, où en fait le message c'est aussi prenez soin de vous et de vos proches. Je trouve que c'est une très belle illustration et je suis très content de finir l'année sur ce partage. Honnêtement, je savais que tu avais beaucoup de choses à raconter, mais la tournure que ça a pris, c'est vraiment très chouette. Et puis, je vois que le public partage l'avis avec les remerciements que tu nous évoques. Avec grand plaisir. Mais franchement, merci. S'il y a peut-être une dernière question pour la route, ou le mot de la fin, je peux te laisser le mot de la fin. Si tu as un autre punchline à nous trouver comme ça, j'achète. Mais sinon, on peut aussi, le mot de la fin, ça peut aussi être très simple et de continuer à avancer un pas après l'autre. Il y aura un replay, hein, comme à chaque fois ou presque. Et puis un article de synthèse qui présentera les grandes lignes de ce qu'on a raconté. Donc, on mettra en avant tes punchlines. Et puis, peut-être que d'ici là, on rajoutera aussi 2-3 références qu'on n'a pas eu le temps de compléter, notamment des sources YouTube pour continuer à apprendre. Et je vois qu'il y a finalement plus trop de questions, donc on va pas te garder en otage, même si moi j'ai beaucoup apprécié je me sens très bien, c'est cool. l'échange. Et ouais, c'est court, mais en même temps c'est un concentré. C'est comme ça aussi qu'on se stimule pour donner le meilleur. Mais en tout cas, merci Full Metal Dev. Et ah oui, si, bonne question. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025? Merci JP. Ouais, je vais donner un punchline par contre, en tout cas un point, moi c'est la passion. C'est-à-dire, moi je pense réellement au métier passion et faire un métier qu'on aime. C'est pas y aller parce qu'il y a de la thune ou parce que Pôle emploi nous y emmène. C'est vraiment, moi c'est le point qui m'a toujours motivé en fait. J'ai passé les heures des fois à me fatiguer, hein, mais parce que ça me passionne, parce que ça me motive. Et je pense que c'est ça qui fera que l'IA, elle n'arrivera pas à nous passer au-dessus. Quelle que soit qu'elle sera plus intelligente, c'est pas ça. Elle sera juste statistiquement plus rapide. Mais moi, je pense que c'est la passion qui fera. Moi, j'en reste convaincu. Je fonctionne comme ça. Moi, c'est toujours été par passion. Tant que j'ai les yeux qui brillent à chaque fois que je pense à ce que je fais, même s'il y a des moments donnés, j'ai des gros moments de remise en question, mais très souvent, ça reste la passion qui me motive. Et allez hop, j'y retourne parce que ça me plaît, ça me motive. Voilà, c'est ça donc c'est vraiment ça. Je voulais donner. Moi, je pense vraiment à la passion. Il y en a beaucoup qui me disent, mais non, on peut faire ce métier dev sans passion. Je suis d'accord.
Je suis d'accord, c'est comme tout métier. Mais dès qu'on a la passion, je dis pas qu'on est meilleur. Je dis juste que on a une vision différente de l'apprentissage dans le métier. Et moi, c'est comme ça que, en tout cas, je fonctionne. J'ai pas dit que les personnes qui sont pas passionnées sont pas bien, pas du tout, hein. C'est pas du tout ça et c'est OK, hein, je veux dire, y a pas de problème, hein. Moi, j'ai travaillé dans des métiers qui me passionnaient pas, mais dès que j'ai fait les métiers qui me passionnaient, mais c'est pas du tout la même énergie, quoi. Pas du tout, voilà. Et qu'est-ce qu'on me souhaite pour 2025? Ben, qu'on sorte déjà la première démo. Hein, enfin, on avait prévu fin d'année, on est un peu en retard. Donc, normalement, ces premiers trimestres, c'est prévu en janvier qu'on sorte la première démo. On essaiera on va la mettre sur Steam, qu'on ait des retours positifs, que ça plaise. Voilà. Et normalement, c'est que je sorte fin d'année 2025, parce que vu le rythme que j'ai, la première version de mon livre. La première version de mon livre. Voilà ce que je me souhaite. Et la réussite de Dev to be Curious aussi. Tout comme, voilà, pour que ça continue. Voilà, c'est vraiment qu'on continue à former, quoi, à former, à coacher, à mentorer. Je pense que moi, j'aime la chaîne Twitch. Alors, la chaîne autour du code, ça s'appelle Curious Academy. Et l'autre, c'est tu cherches, attends, c'est Wake Up Lia ou Dwell, je sais plus. Je crois que c'est. Attends, je vais le retrouver vite fait. Twitch, si sur le jeu, c'est Wake Up Lia, je crois. Attends, je cherche ça vite fait. Je crois que c'est. Bah zut, toi, ça prouve que ça fait un moment que je suis pas allé. Bodwell, je crois. Ça fait un petit moment que je suis pas allé. Non, bah, je redonnerai le lien. Toi, j'ai l'impression qu'elle a pas été référencée. Donc voilà, réussite de ça. Voilà en tout cas, ce que je nous souhaite, qu'on continue à former, que l'IA ne nous empêche pas de faire notre beau métier, au contraire, qu'elle nous accompagne, et que, bah ouais, il y a toujours plus de devs passionnés, qu'on avance dans ce beau métier. Il y a encore plein de belles choses à faire. Et je pense que, ouais, développer des outils qui utilisent l'IA, c'est très bien. Montrer que c'est qu'un outil et pas qui nous remplace. Voilà ce que je dirais. Je t'entends plus, Cyril. Super, j'ai même pas dit que j'allais la changer, donc voilà, donc on souhaite de la passion Ouais, à tout le monde en 2025. On ouais. relèguera bien sûr ton actualité, Mhm. parce qu'on va attendre le jeu et le livre, et puis on continue à garder le lien de toute façon avec les intervenants des Happy Hours, et vraiment, ben voilà, c'est le mot de la fin, le mot de l'année, la passion pour tout le monde, et à Ouais, très bientôt. ouais, à très bientôt. Merci beaucoup.